Ok, alors c'est reparti, merci d'être là, au taquet. On va découvrir ensemble Damien Morin. Qui connaît Save My Smartphone? C'est Save maintenant. Qui a utilisé Save? Ah ouais, pas mal. Cool. Et alors du coup, là on a le temps de découvrir Damien Morin. Qui a déjà visionné la vidéo sur coupdeta.co où on parle avec Damien? Alright, c'est bien. Donc là, l'idée, en fait, c'est qu'on parle de la deuxième phase, qu'on t'avait déjà invité ici pour que tu nous racontes tes débuts, mais on va pas s'en priver quand même. Donc pour démarrer, Damien, raconte-nous qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est que Save? Pas de problème. Bonjour à tous. Donc, je suis le CEO et fondateur de Save. Save, c'est une marque qui fait de la réparation de smartphones et tablettes tactiles. Et en fait, c'est pour ça qu'on a raccourci de Save My Smartphone à Save. C'est pour pouvoir justement élargir à bien d'autres produits technologiques qui demain vont faire partie de notre quotidien. Donc, nous, on a une vision long terme qui est de pouvoir sauver n'importe qui, n'importe où dans le monde, quel que soit son appareil. D'accord. T'as démarré quand et t'en es où? Alors, j'ai démarré en février 2013, donc qui était la date d'ouverture de la première boutique. On a un concept qui est quand même aujourd'hui pas mal retail, donc on se base sur des points de vente. D'ailleurs, je peux peut-être parler de ça. Ouais. En fait, ce qu'on fait, c'est on fait aujourd'hui globalement 95 à 96% de notre chiffre d'affaires sur des corners. Donc c'est simple, c'est des stands qui font entre 10 et 15 mètres carrés, qui sont situés au milieu des allées des centres commerciaux. Et en fait, on va pouvoir faire la réparation de votre téléphone directement sur le corner pendant une vingtaine de minutes et une trentaine de minutes. C'est un service qui est très express. Donc c'est le succès du concept, entre autres, ça vient du fait que même aller dans une boutique pour aller faire votre réparation pendant une trentaine de minutes, même ça, c'est compliqué. Et en fait, le fait d'être présent dans les centres commerciaux vous permet de profiter de la galerie pour bien d'autres choses. Vous êtes au cinéma, vous êtes au restaurant, vous êtes dans votre expérience shopping, vous faites vos courses. Et donc, vous ne sentez pas du tout le manque de votre téléphone. Et donc, c'est plus facile de pouvoir faire la vente et de pouvoir le récupérer pour le réparer. Alors ça, c'est un truc que tu as découvert on the way. C'est-à-dire qu'au départ, tu avais une boutique physique à Paris. Et tu as switché pour aller dans les centres commerciaux. Quel a été le bénéfice de switcher dans les centres commerciaux? Alors le vrai switch à la base, c'était pas spécialement pour profiter de la galerie comme espace où justement les clients allaient pouvoir réaliser d'autres choses pendant la réparation. Le switch, il s'est surtout fait pour des raisons financières basiques. C'est qu'en fait, ouvrir une boutique, c'est quand même assez contraignant et ça coûte pas mal de sous. Vous avez un pas de porte, vous avez des travaux à faire, vous avez un certain nombre de frais qui sont inhérents au fait d'ouvrir un point de vente. Alors que sur un corner dans les centres commerciaux, vous avez un truc qui est beaucoup plus variable. Vous avez des frais qui sont beaucoup plus variables et qui sont bien amoindris par rapport au fait d'ouvrir une boutique. En fait, tu payes cher ça, de fait d'être dans l'allée? Alors en fait, tu payes cher de loyer, tu payes plus cher en fait que dans un loyer d'une boutique, mais en fait c'est un loyer pur, c'est-à-dire qu'en fait vous venez directement dans la galerie avec l'espace et l'espace il coûte X euros de loyer par mois et puis après vous avez juste à payer votre mobilier, mais c'est tout, c'est les seuls frais inhérents que vous avez sur ce type de point de vente. Okay. Et donc du coup ça nous a permis de pouvoir en déployer plus rapidement et dans un plus grand nombre puisque ça nécessitait moins de cash. Ok, donc tu as grandi très vite, là c'est combien d'employés? Aujourd'hui, je suis en train de faire le reporting, là on est 357. Et c'est combien de chiffre d'affaires par mois? On fait, sur le mois d'octobre, on va faire 2,4 millions. Et ça correspond à combien de réparations? Le mois dernier, on a sauvé 55 000 appareils. Par point de vente, ça fait quoi en moyenne? Sorry. Agression. Par point de vente, on fait à peu près entre 20 et 25 réparations par jour par point de vente. Et c'est combien de points de vente en tout? Aujourd'hui, on est à 99 points de vente. Waouh. On va ouvrir le 100e la semaine prochaine. Alors nous, on est présent aujourd'hui majoritairement en France. On a 80 points de vente en France et puis une vingtaine du coup à l'étranger. On a ouvert quelques pays européens que sont la Suède, la Suisse, l'Angleterre, l'Espagne la semaine prochaine. Ouais. Et bientôt l'Allemagne. Alors ce sera probablement fin de l'année, mais il est possible qu'on le fasse plutôt janvier 2016. Tu peux nous raconter un peu chronologiquement chaque étape et à chacune de ces étapes, quels ont été les efforts que tu as déployés pour scaler quoi en fait? Alors, première étape. Je sais pas si on va avoir l'heure, mais si, non mais t'inquiète, on va y arriver. Ouais, pas de souci. Première étape. Donc nous, on est rentré chez The Family, c'était en février 2014. En fait, on a pas mal réfléchi à notre concept et on a essayé justement on avait pris pas mal de contenu de The Family, justement, tout ce que vous avez appris qui donne quand même une vision un peu différente de l'entrepreneuriat. Et en fait, on a
travailler sur un modèle un petit peu plus variable de points de vente, plus rapide, plus simple. Et donc on a lancé les corners. Le premier corner, c'était en juin 2014, donc c'était il y a 1 an et demi. En fait, la boîte existe depuis 2 ans et demi, mais donc c'est une boîte que j'ai créée pendant mes études. Donc pendant la première année, j'étais en cours, ça m'a permis de bien tester le marché. T'as quel âge ? 24 ans. Et en fait, on a ouvert notre premier corner en juin 2014 et on en a signé 3 d'un coup. On a fait un peu un coup de poker parce qu'en fait, on n'a pas fait d'investissement, on n'a pas fait de levée, rien. Donc on avait 0 € en banque, enfin 0 €, juste un BFR pour la boutique du 16e, mais on n'avait pas spécialement, prévu de faire tous ces investissements. On a ouvert en fait Créteil-Soleil, Belle-Épine et Val d'Europe. Et on s'est financé sur nos fournisseurs. En gros, c'est simple, le salarié on le paye à la fin du mois, le loyer on peut le payer à la fin du mois, voire un peu plus tard, les pièces détachées si on négocie bien c'est 30 jours, 60 jours, puis après on a un petit peu de frais sur le point de vente, mais en fait ouvrir un point de vente tout de suite c'est pas quelque chose qui consomme beaucoup de cash tout de suite, et en fait on doit payer toutes ces choses là après. Donc on a signé 3 d'un coup. Quand tu signes 3 d'un coup, tu dois toujours tout de suite avoir les réparateurs formés. Ouais. Ils étaient formés ? Non. Comment t'as fait ? En fait, on a fait un recrutement. En fait, ce qui se passe, ça c'est un gros pain sur Save. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on recrute des gens qui ne sont pas formés techniquement pour la simple et bonne raison que les personnes formées techniquement n'existent pas. Dans le monde, c'est vendu en 2012 250 millions d'unités de smartphones. En 2015, 1,3 milliard. Donc c'est juste un nouveau produit et il n'existe pas aujourd'hui de gens bien formés sur la réparation de ces produits-là. Ou alors, ces gens-là font de la réparation depuis entre 5 oui, 6, où est-ce qu'il est le vrai problème en fait qu'il adresse, hein. Le problème, c'est pas d'avoir un smartphone pété, hein. Le problème, c'est d'avoir des gens qui soient capables de pouvoir réparer un smartphone. Le petit secret qui se cache derrière Save. Puis surtout, du coup, à plus grande échelle, parce qu'aujourd'hui, on recrute quasiment 2 nouveaux collaborateurs par jour. C'est énorme. Et donc, tu as développé une académie, en fait. Oui, en fait, on a monté toute une école de formation qui est un module qu'on a déployé à Paris et qu'on est en train de reproduire dans chaque pays européen. C'est quoi comment ça se passe pour former un mec ? Ça prend combien de temps ? Alors, ça pourrait prendre une dizaine de jours. On prend davantage de temps pour justement pas leur donner trop de contenu d'un coup. En gros, on fait une formation qui va durer 3 semaines et qui permet d'être à l'aise sur, on va dire, 15% de notre catalogue. Donc aujourd'hui, on est capable de réparer à peu près 700 smartphones différents. Et puis sur chaque smartphone, vous avez plein de réparations différentes. Vous avez un connecteur, une nappe, un écran, une batterie. Tout ça, c'est des pièces détachées différentes et c'est une réparation spécifique. Et donc en fait, ça nous fait un catalogue qui est vachement à rallonge. Aujourd'hui, on est capable de réparer après plus de 4000 problèmes sur les smartphones. Mais il n'apprend pas à faire les 4000 différents problèmes pendant sa formation. On a à peu près seulement en fait 15% de notre catalogue qu'on leur apprend, qui est uniquement les produits Apple, Samsung, on va dire. C'est les 15% du catalogue qui font 95% de notre chiffre d'affaires. Et en fait, 3 semaines, ça suffit. Et en fait, cette formation, donc cette Save Academy, elle nous permet de leur donner à la fois la partie technique, à la fois la partie un peu plus opérationnelle, donc qui est quels sont les outils que vous allez utiliser au quotidien, quand vous rencontrez un litige avec votre client, qui est-ce que vous appelez, qui fait quoi dans cette boîte, quand vous avez du marketing, etc., qui manque sur votre point de vente, à qui vous envoyez un mail pour obtenir des nouvelles PLV, des choses comme ça, enfin, vraiment des choses opérationnelles qu'on peut avoir sur la gestion d'un point de vente, parce qu'on a quand même des points de vente en fait, qui sont assez loin les uns des autres, donc il y a beaucoup de problématiques opérationnelles quand même à gérer. Et puis alors du coup, ça nous permet de les former sur une 3e partie, qui est pas spécialement de la formation, mais qui est, je pense, de très loin la partie la plus importante, qui est de leur insuffler toute la culture de la boîte. Donc justement, toute cette culture un peu start-up, cette culture du client, on a des valeurs chez Save qui sont très importantes. Et en fait, à travers cette culture, on leur fait comprendre aussi qu'ils sont importants pour la boîte. Ils sont très très importants. Et ça nous permet de les motiver. Et après, on le ressent, nous, dans les clients. C'est quel type de profil ? On recherche des profils qui sont plutôt vendeurs, qui sont plutôt des gens qui vont être à l'aise avec le commerce, qui vont être à l'aise avec les clients, qui sont des utilisateurs de smartphones et des gens qui sont un peu technophiles. D'ailleurs, ça pose un problème, c'est qu'en fait, on n'a que des garçons chez Save. Et donc, en fait, c'est des gens qui ont la curiosité de savoir comment fonctionne un smartphone, etc. Et qui vont vouloir se former et aller un petit peu plus loin.
Donc au départ, tu en as 3, enfin tu ouvres tes 3 centres commerciaux. J'en ouvre 3, évidemment, on n'avait pas déjà tout de suite toute l'école de formation. Donc en fait, on a recruté une dizaine de personnes. Alors, on a pris des gens, il y en avait quelques-uns qui étaient déjà un petit peu formés, qui commençaient à apprendre aux autres directement sur le point de vente. Enfin, c'était de la débrouille à l'époque. Et puis moi, je passais pas mal de temps avec eux, notamment fin de journée. Je passais pas mal de temps avec eux sur toutes les réparations qu'ils avaient eues dans la journée et pour leur apprendre un petit peu comment faire face aux clients et comment réparer des choses un petit peu plus techniques. Toi, tu répares tout et n'importe quoi, toi. Ouais. Je suis un peu geek à la base, comme on est beaucoup de personnes dans la salle. C'est pas très compliqué de réparer un smartphone ou un ordinateur, etc. C'est du hardware. Une fois qu'on a vite compris comment ça fonctionnait, vous avez tous les éléments plastiques que vous avez démontés, après vous arrivez sur les éléments électroniques. Et puis en fait, le smartphone ou les ordinateurs ou tous ces produits électroniques, ils fonctionnent par module. On dit que c'est des appareils modulaires. C'est-à-dire que vous avez une carte mère qui généralement est un peu comprend de plus en plus de choses. Vous avez des éléments graphiques, vous avez le processeur, vous avez pas mal de choses comme ça. Et puis après, vous avez plein de modules qui sont connectés à cette carte mère et qui sont en fait interchangeables. L'écran, c'est un module, la batterie, c'en est un autre, le capteur. En fait, le métier de réparation, et c'est pour ça que ça dure 20 minutes, c'est qu'en fait, le métier de réparation, c'est tout simplement de démonter l'appareil, de remplacer le module qui est cassé ou défectueux par un module qui est neuf et fonctionnel, et de le remonter. Et ça prend jamais plus que 20 Et toutes les 30 pièces, minutes. justement, quand tu remplaces un iPhone, l'écran, il est un peu spécial, il coûte cher. Ça doit pas être une pièce de chez Apple ? Non. Alors, ça dépend un peu des environnements. En fonction des marques, tu vas avoir des choses un peu différentes. Là, on rentre vraiment dans un pain qu'on a en ce moment, justement, parce on commence à être assez gros, et en fait, il y a Donc personne. Tu dois t'approvisionner a priori. Ouais, alors maintenant, ça s'approvisionne directement en Chine, là où sont fabriqués tous ces éléments. Je vais essayer de la faire courte. En gros, les marques qui fabriquent les smartphones, elles vendent aussi de la pièce détachée à des gens comme nous, ou à des plus petits, ou à des gens qui font de la réparation en garantie pour eux. Et en fait, ils contrôlent le prix de cette pièce détachée, puisque c'est eux qui la fabriquent, et ils la mettent plutôt à un prix assez élevé pour que justement ce soit dissuasif pour vous de faire réparer votre téléphone plutôt que d'en changer. Parce que les marques, au final, Apple, Samsung et même en fait toutes les marques de produits finis qu'on utilise, toutes ces marques-là, elles ont plutôt un intérêt à ce que vous rachetiez un nouvel appareil, plutôt à ce que vous le répariez et vous puissiez le garder dans le temps. Et donc en fait, vous avez toutes les marques comme Samsung, etc., qui mettent des prises de pièces détachées qui sont assez hauts. Donc ça, c'est plutôt un problème qui a craqué. Par exemple, vous avez des modèles maintenant de Samsung qui ont 3 ans. Vous prenez par exemple le Samsung Galaxy S4. Pour remplacer l'écran, le prix chez Save, c'est 159 €. Ça n'a aucun sens en fait de réparer un Samsung Galaxy S4 à 159 €. Parce que c'est un produit qui aujourd'hui sur le marché vaut moins que ça. Donc en fait, ça n'a Comment pas tu sens. craques ce problème de pièces d'approvisionnement ? Aujourd'hui, on commence à remonter un peu la filière de pièces détachées et on devrait être capable dans maximum 1 an en fait, d'être capable de produire nos propres pièces détachées, qui sont des pièces compatibles en fait de téléphone et qui ont exactement les mêmes propriétés techniques. C'est-à-dire que vous ne voyez aucune différence. Mais c'est une pièce donc qui n'est remonter pas de Samsung. filière et puis être dépendant des prestataires. Ouais, exactement. C'est un peu comme le marché automobile, qui est un marché qui est bien plus mature que celui des smartphones. Sur le marché automobile, c'est un peu ça. Vous avez sur la pièce détachée, vous avez évidemment les constructeurs de la voiture qui vendent les pièces détachées à un prix qui est assez cher. Et il existe des pièces compatibles pour pouvoir remplacer un Il y a élément de forcément votre une voiture. histoire de garantie qui dit ouais, mais si tu changes avec une pièce qui machin, ta garantie marche plus. C'est exactement ça. Seulement, nous, ce qu'on traite, c'est essentiellement de la casse. Et en fait, quand tu casses ton téléphone, tu es déjà dans un cadre qui est autre que celui de la garantie, et ton téléphone n'est déjà pas réparé gratuitement. En fait, le seul point, c'est que si jamais tu le fais réparer chez la marque, en fait, ta période de garantie se prolonge jusqu'à la fin en fait, de la période des 1 an ou des 2 ans. C'est 1 an pour Apple et 2 ans pour les Samsung. Et donc voilà. Mais en fait, ça ne représente pas un problème qui est si important que ça. Déjà parce que la disparité de prix et de service est tellement importante que le client fait facilement l'arbitrage de dire allez, je perds ma garantie mais je vais payer la moitié prix pour ma réparation. Et puis tu as un deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui on peut tous sortir nos smartphones, on est des technophiles, on est des parisiens, etc. On n'est pas du tout représentatif de la population, et pourtant je suis sûr qu'on va avoir la moitié des appareils ici qui sont soit pour les produits Apple supérieurs à 1 an, vous les avez depuis plus d'1 an, et soit pour les produits autres que Apple supérieurs à 2 ans. Donc en fait, la majorité des gens qui sont dans cette salle ont déjà des produits qui sont sortis de leur période de garantie. Donc finalement, il y a plus. Bon, viens, on retourne aux périodes. Donc du coup, t'as tes 3 gars, enfin t'as tes 3 corners avec des gars, et là ça marche bien ?
Et là, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, assez vite. En fait, on est directement impacté par le flux. En fait, À ce moment-là, vous êtes 2 associés? Alors à ce moment-là, non, on était déjà 3. Il y Mhm. avait Geoffroy et Amaury en plus, qui m'ont rejoint au début de l'année 2014. Tu peux nous raconter qui fait quoi dans la team? Ouais. Moi, j'avais monté la boîte seul. Je me suis épaulé de 2 amis assez rapidement, qui sont Geoffroy et Amaury, qui sont rentrés dans la boîte début 2014. Geoffroy s'occupait pas mal des opérations. Bon, les opérations grossissant, on a dû spécialiser un peu plus son rôle. Aujourd'hui, il travaille sur tout le sourcing de pièces détachées. Et puis il y a Amaury qui travaillait en B2B sur tous les comptes professionnels qu'on avait. On a arrêté de traiter avec les grands groupes pour plein de raisons. Et la première, Au départ, tu avais dit je répare les smartphones à la défense, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Ça nous permettait d'avoir facilement des volumes à réparer. Le problème, c'est qu'en grossissant, on se rend compte qu'il n'y a pas spécialement de volume à aller chercher. Je la fais très courte. Vous prenez le groupe Bolloré avec lequel on a pas mal travaillé. Ils ont 5000 smartphones en flotte. Vous allez avoir 10% de la flotte qui va connaître une casse par an. Ça fait 500 réparations. Disons qu'on va en toucher que 400 parce qu'il y en a 100 qui vont jamais être soit réparables, soit ça va pas les intéresser, etc. Ça fait 400 réparations à faire par an avec un groupe du CAC 40. C'est simple, ça fait 40 réparations par mois. Chez Save, on fait à peu près, aujourd'hui, on fait 1500 réparations par jour. En fait, vous prenez les 40 comptes du CAC 40, vous les avez tous. Pour le démarrage, c'était bien. Pour le démarrage, c'était bien. Donc Amaury est venu là-dessus. Et aujourd'hui, il travaille sur la partie immobilier. C'est lui qui traite en fait directement avec les foncières, qui sont les propriétaires des centres commerciaux, pour avoir les emplacements. Voilà. Et donc on a lancé les 3 corners, ça a très bien fonctionné très rapidement. Maintenant, on a eu vite des grosses problématiques opérationnelles en fait, du fait d'avoir 4 points de vente, parce qu'il y avait du Ray, il y avait ces trois points de vente en centres commerciaux. Et là, là c'est compliqué en fait, parce qu'en fait on n'avait pas de service client, on n'avait pas de logistique, on n'avait pas de stock central, on n'avait pas de le marketing, il était très brut. Il y avait voilà, on recrutait des gens qui n'étaient pas formés, on n'avait pas spécialement ni le temps, etc. de les manager correctement. Donc en plus on avait un peu de churn. Ouais. Mais dans tout ça, la clientèle ne s'arrêtait jamais. Et dans tout ça, la clientèle ne s'arrêtait jamais parce qu'en fait, tu es directement impacté par les flux en fait du centre commercial, sachant qu'en fait en juin, juillet, tu arrives sur les périodes de solde d'été. Donc là, en plus de ça, tu as un flux qui est plus 40% supérieur au flux d'habitude dans les centres. Et donc en fait, ouais, ça booste bien. Et puis c'est des gros. Val d'Europe, Créteil-Soleil et Belle-Épine, ça fait partie des 10 plus gros centres que tu peux trouver en France. D'ailleurs, je comprends même pas comment on nous les a donnés, mais bon. Ouais. Et voilà. Et donc je me suis retrouvé en fait en août avec trop de problématiques opérationnelles et je me suis dit il faut que je me fasse accompagner. Alors on a toujours eu chez Save, c'est un peu dans notre ADN de toujours chercher de l'aide ici et là. The Family nous a beaucoup accompagnés. Je peux citer des tonnes de personnes qui sur notre parcours nous ont beaucoup aidés. Et on avait une personne qui était un ami de mes parents qui s'appelait Cyril Montanari, qui est un mec qui est un vrai retailer avec une carrière complètement exceptionnelle. Le mec a 25 ans, il était directeur d'un Darty. C'était le plus jeune directeur de magasin en France. J'ai managé 100 personnes à 25 ans. Il a été débauché par PPR pour lancer Surcouf d'une copie blanche avec 4 personnes. Il a été directeur d'exploitation de Surcouf à 30 ans, directeur général de Surcouf à 32 ans. Un truc incroyable. Et en fait, il nous accompagnait pas mal sur tous les aspects opération, management. Un peu comme du mentoring, et il adorait le concept. Et en fait, en août, je suis parti le voir et je lui ai dit donc on a besoin de toi en fait. Il nous faut quelqu'un comme toi. Il m'a dit ouais, mais c'est compliqué parce qu'un profil comme moi, ça coûte plus de 200K par an, tu sais. Je dis bah on s'arrange, je sais pas. Bah on s'est arrangé, ouais. On s'est arrangé. Et au 1er septembre, il est venu chez nous. Donc ça fait maintenant 1 an et 1 mois. Et il a pris en charge toutes les opérations, parce que là il y a quand même il y a des choses qu'on peut pas spécialement réinventer dans le retail et dans le commerce, et c'est important d'avoir des gens d'expérience sur ces métiers-là pour pouvoir justement aider à cadrer un réseau qui fait 100 points de vente et plus de 300 personnes. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est pas spécialement mon quotidien, c'est plus le sien. Alors justement, c'était quoi ce qu'il a fait quand il est arrivé ? Alors il est arrivé, il a mis en place déjà une vraie méthode de sourcing parce qu'on avait des problèmes de stock énormes. Ensuite il a mis en place un service client, il a mis en place un management, il a mis en place une vraie logistique pour acheminer donc d'un stock central vers tous nos points de vente facilement les pièces détachées. On a en plus nous
en fait, justement, on a 15% de notre catalogue en fait, qui est réalisé directement sur les corners en 20 minutes. Et si vous venez avec des problématiques qui sont soit plus complexes, soit qui nécessitent un équipement un peu particulier, en fait, ce téléphone-là, on va vous le prendre en charge, mais en 4 jours. Vous allez laisser votre téléphone sur le corner, on vous prête un téléphone pendant 4 jours et vous revenez un petit peu plus tard. Pendant ces 4 jours, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce téléphone, il est envoyé dans un atelier qui est central, où là, on agrège beaucoup plus de compétences techniques. Là, vous avez plutôt un autre profil de techniciens qui sont capables justement de pouvoir tout réparer sur vos téléphones et qui sont capables d'utiliser de l'équipement un peu plus complexe comme des micro-fers à souder, des éléments un peu plus complexes pour intervenir sur des réparations plus difficiles que le reste des sauveteurs ne sont pas capables de faire. Ça, c'est pour quel type de problème? Bah, par exemple, demain tu viens avec un problème de connecteur sur ton Samsung. Tu vois, tu as bloqué ta prise dans le slot. Et bien, ça, c'est une réparation. La prise, elle est directement sur la carte mère. Donc, en fait, il faut démonter l'appareil, il faut dessouder le connecteur et il faut en ressouder un nouveau. Pour faire ça, il faut de l'équipement, il faut du savoir-faire. Et puis en plus, pour des raisons évidentes de sécurité, on ne peut pas le faire au milieu d'un centre commercial. L'utilisation d'un fer à souder, c'est évidemment impossible. Si tu as une petite fille qui le prend le fer à souder, tu vois, qui se le met dans l'œil, on arrête et c'est chiant. Ok. Et alors, donc tu as tes 3 corners. Tu as Cyril qui arrive. Ouais. Il y a encore 3 corners quand Cyril il arrive. Donc quand Cyril il arrive début septembre, il y a 3 corners. Il y a en plus la boutique de la rue du Ray. Alors on a toujours été super ambitieux pour le projet, vraiment bullish. C'est ce qui lui a certainement plu. Tu faisais combien de chiffre d'affaires à ce moment-là? On devait faire, je sais pas, 40-50 000 par mois. Donc ça commençait à devenir un peu gros et c'était cool. Et on avait vraiment la volonté de le pousser. On s'est dit c'est un modèle génial, faut y aller. Alors après structurellement, il y avait pas mal de choses à cadrer pour justement pouvoir faire un peu de scale. Mais franchement, ça a super bien fonctionné. On avait beaucoup d'ambition. Donc Cyril est arrivé, il m'a dit c'est super, on va faire 100 points de vente en un an. Je lui ai dit mais t'es un grand malade, c'est juste impossible. Aujourd'hui, on est à 99 points de vente en un an et un mois. Il a réussi, quoi. On a réussi. Et en fait, on a partagé une grande ambition pour le concept. Il a adoré le modèle. Il a beaucoup aimé, je pense, l'équipe. Il a aimé tout ça et il a sauté dans l'aventure avec nous. Et donc aujourd'hui, on bosse vraiment en binôme. Donc lui s'occupe justement de toute cette partie opération. C'est impressionnant à regarder. Franchement, ouais. Tu peux nous raconter, donc ça c'est 100 points de vente aujourd'hui, donc les objectifs atteints, la croissance du chiffre d'affaires du coup aussi, énorme. Ouais. C'est combien de croissance par mois? C'est entre 15 et 20 points par mois de croissance. Ouais. Ça va être compliqué de pouvoir engendrer les mêmes taux de croissance parce que on a un métier qui supporte le scale. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de problématiques opérationnelles au fait d'ouvrir un point de vente. Tu vois, c'est pas un peu comme j'imagine qu'il y a d'autres activités, notamment dans le digital, qui supportent même encore un peu mieux. C'est-à-dire qu'en gros, délivrer 1000 clients ou 100 clients, c'est à peu près pareil, on rehausse juste un peu les serveurs, quoi. Ouais. Nous, non. Enfin, nous, il faut aller chercher tous les techniciens, il faut les recruter. Il faut ouvrir les points de vente, il faut signer. Enfin, ça veut dire ouvrir un point de vente par jour, ça veut dire concrètement on signe un bail commercial par jour. Il y a tout un service juridique qui gère la lecture et la négociation de un bail commercial par jour. Recruter 2 collaborateurs par jour, ça veut dire que toutes les 3 semaines on a des formations. On a des formations, on a près de 80 personnes qui sortent des formations. Alors, raconte-nous un peu juste cet effort là. Tout à l'heure tu disais c'est hyper important qu'on passe les valeurs, que les mecs ils se sentent appartenir à la Save Academy et à la Save tout court. Ouais. Et en fait, déjà, est-ce que ça porte ses fruits? C'est-à-dire, est-ce que tu as beaucoup de gens qui s'en vont ou pas? Pas tant que ça justement parce que je pense qu'on prend davantage soin en fait de ces profils-là que les autres marques, mais c'est pas spécialement pour justement uniquement faire face au churn, ou c'est pas spécialement pour justement avoir un service super bien pour les clients. Ça c'est vraiment dans notre ADN. Enfin, mais je le pense très franchement, ces gens-là sont beaucoup plus importants, même qu'ils font un travail qui est plus important que le mien. C'est eux au final qui sont en direct avec les clients. Et pour avoir fait ce métier en plus dans la boutique du 16e pendant pas mal de temps pendant mes études et pour avoir accompagné tous les premiers corners, moi je me rends bien compte de ça. En fait, au final, en bout de course, on est une boîte de service. On a une baseline interne qui est the customer first, always and forever. Il n'y a rien d'autre qui compte plus en fait que notre client pour nous. Alors comment tu transmets ces valeurs de care? Alors, d'abord, on le fait à travers plein de petits détails.
pendant la période qu'on appelle l'onboarding, qui est en fait de les faire rentrer dans la société. On fait beaucoup de choses pour eux. On leur donne un diplôme à la fin de leur formation, on leur donne des cartes de visite. On leur fait des soirées pendant les 3 semaines? Ouais, alors pendant les 3 semaines, on fait pas de soirée, mais justement, eux se font quand même des restos, on les invite à bouffer pendant la formation. Ils sont proches de leurs managers, ils sont proches de leurs formateurs, etc. Donc déjà, on leur donne de l'importance comme ça. T'as des règles philosophiques que tu leur transmets? On a, c'est compliqué d'avoir vraiment des règles philosophiques. On a construit des valeurs autour des 4 lettres de Save. On a, je peux vous les donner. Simplicité. Ouais, le S c'est ship it fast and keep it simple. Donc c'est vraiment toujours avoir ce côté simple. On ne se fait jamais de nos cerveaux, on prend des décisions rapides et on va au plus simple. Le A, c'est ambition is not an option. Donc chez nous, ils n'ont pas le choix d'être au moins aussi ambitieux que le projet, que nous, etc. Le V, c'est victory comes as we learn. C'est important que ces gens-là aussi apprennent, parce que s'ils apprennent, ils grandissent, et s'ils grandissent, ils aident à supporter la croissance et la boîte sur le long terme. Et on a toujours un truc, c'est que on peut faire des conneries, on fait tous des conneries, et on en a fait, et on en fait tous les jours, on en fera demain. Mais le truc qui est important, c'est qu'en fait faire une bêtise, rater quelque chose, c'est avoir le luxe incroyable de justement comprendre pourquoi on a raté et d'avoir l'opportunité de ne pas se rater à nouveau. On a le droit de faire une erreur, on n'a pas le droit de la faire 2 fois. Et ne pas la faire 2 fois, c'est finalement apprendre et c'est supporter cette croissance et cette compétence qu'on a. Et aujourd'hui, on gagne en compétence grâce à des règles comme ça. Et le E, c'est excellence is in the details. Tous les détails chez Save doivent être magnifiés. À chaque fois qu'on rentre en point de contact avec la marque, avec la boîte, on doit avoir une expérience particulière parce que c'est de ça dont les gens se souviennent et ça, c'est important sur le long terme. Et comment, alors il y a ces 3 semaines de formation et après, comment est-ce que tu gardes l'effort constant de l'apprentissage? Pareil, on continue à leur donner un peu d'importance. Ça passe par. Il y a un Facebook interne, une plateforme, un truc. Ouais, alors on a un Slack. Tout le monde se parle? Ouais, ça fonctionne super bien. Ils sont super engagés. Ils se partagent leurs meilleurs hacks. Putain, aujourd'hui, j'ai réussi à sauver telle machine. Généralement, c'est pas spécialement sur la partie technique, c'est plus juste. Et moi, c'est pour ça que ça me fait kiffer, c'est que ils partagent des trucs qui ne font pas spécialement sur la partie technique, ils sont plus sur les clients. Genre, j'ai cette cliente, elle a été trop content, elle a pris un selfie avec moi et on retrouve sur le Slack, on retrouve le selfie avec la cliente. Ça a tellement plus de valeur que j'ai réparé l'iPhone 5 et la problématique. Et les clients contents, ils arrivent avec une bouteille de champagne. Ouais, en plus de ça, les clients, les clients sont déraisonnables avec leur téléphone, on va être clair. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais la réparation se passe super bien, déjà ils sont surpris, c'est bizarre, et ils sont tellement heureux qu'ils font des cadeaux, ils font des câlins. Enfin, c'est incroyable. Vous m'avez sauvé, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et puis à l'inverse, si c'est mal passé quelque chose pendant la réparation, les gens deviennent dingues. Je vais casser en 2 ton corner. De temps en temps, on a des clients au téléphone, mais je me dis mais qu'est-ce qui t'arrive? On est une vraie marque, on va rembourser tout, on va tout faire, mais calme-toi. Bon, alors donc ça c'est vraiment le point le plus important, quoi. C'est ce truc de l'académie, de la formation interne. En fait, on crée pas mal de choses en interne et du coup, tu vois, pour répondre encore sur la partie technique, ils partagent plutôt des choses des clients plutôt que des éléments techniques. Chez nous, par exemple, chez Save, on n'appelle pas ces gens techniciens, on les appelle des softeurs. Alors, ok, c'est super marketing et tout machin, mais objectivement, il y a quand même un peu de profondeur dans ça. C'est qu'on veut vraiment qu'ils comprennent leur métier différemment, comme le simple fait de démonter et de remonter un écran, comme un métier de technique, et on veut qu'ils comprennent leur métier comme le fait de résoudre un problème utilisateur, et justement de sauver leurs clients. C'est pour ça qu'on parle de software. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans notre Slack, on est trop content de voir plutôt des éléments du client plutôt que des éléments techniques qui les passionnent. On veut qu'ils soient plutôt passionnés comme le fait d'avoir résolu le problème de leurs clients plutôt que d'avoir craqué un problème technique. Tu as levé récemment 15 millions. Ouais. Tu es venu ici à The Family faire justement un grand moment de rassemblement avec tous tes sauveteurs. C'était un moment magnifique. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, elle se trouve sur YouTube, où donc il y a Damien, il y a Cyril qui viennent, qui parlent sur scène, et il y a tous les sauveteurs dans la salle ici qui sont réunis. Ils sont trop contents, c'est en mode teuf. Et en même temps, c'est en mode, ok, on passe une étape, les gars, on la passe ensemble. Tu racontes les valeurs, tu racontes la vision et la suite. C'est là où tu te rends compte à quel point c'est important de créer du lien, effectivement, avec tes gars.
parce que c'est Ouais. des gars en l'occurrence. Ouais, bien sûr. Ouais. Ben, Et ça, t'en fais souvent des réunions comme ça, grand route on fait plein de choses justement pour qu'ils soient vraiment bien intégrés dans la société et qu'ils sentent la boîte, qu'ils sentent l'ADN, qu'ils sentent notre vision et que justement ils nous accompagnent quoi dans cette mission qui est ouf. Alors par exemple on fait, moi je fais souvent, alors je fais maintenant je suis obligé de faire des mails de report pour les investisseurs toutes les semaines. Et en fait je fais aussi des mails à toute la boîte pour les sourcer en information. Ils sont au moins aussi importants que les actionnaires et je vois pas pourquoi ils seraient moins informés sur la boîte qu'eux. On fait des newsletters internes pour leur donner les différentes news de la semaine, justement pour les aider à grandir. Et justement on organise des soirées, ça c'est pas mal. On fait à peu près un événement tous les 6 mois. Et là, on y va vraiment. Par exemple, on nous prend pour des malades quand on raconte ça, mais en fait, on coupe notre chiffre d'affaires sur tous nos corners. On arrête tous les corners, on les ferme à midi. Les mecs, ils prennent tous un billet de train ou d'avion pour venir nous rejoindre ici. On paye tout pour tout le monde. C'était ici, en tout cas, en septembre. On a booké un hôtel entier, tout aux frais de la princesse. Le lendemain, ils doivent être sur leur corner à 10h, et ben on leur met leur corner à partir de 14h. Donc en fait, on coupe notre chiffre d'affaires, on dépense beaucoup de sous, etc. pour les faire venir ici et pour leur transmettre justement tout ça. Parce qu'au final, le lendemain, quand ils retournent sur leur point de vente, ça n'a rien à voir en fait. Et ils sentent qu'ils sont dans une boîte qui est vachement différente que le collègue qui travaille juste à côté d'eux, qui est chez Zara en fait. Tu rappelles le sens de travailler quoi. Chez Save, et le sens de pourquoi on fait ce qu'on fait quoi. Exactement. Et tant qu'on continuera justement à être en projet comme ça et qu'on arrivera à véhiculer tout ça à nos collaborateurs, bah, ça se passera bien, on continuera à avoir. Alors justement, il y a une politique de partage de l'equity parce qu'on a tendance à se dire si on devait aller jusqu'au bout de cette démarche. Il y a un vrai problème, c'est que déjà on n'a pas la valo de Facebook, donc si tu veux donner 300 BSPCE à des salariés, c'est assez compliqué. Mais c'est des questions que vous vous posez ? Ouais, alors on s'est pas mal posé cette question. Moi, j'aurais vraiment voulu le faire. Le vrai problème, c'est que aussi, ils vont pas forcément le comprendre. Et deux, en fait, la valeur de ce que tu vas leur donner, ça va être 3 fois rien en fait. Même si la valo, tu vois, on se projetait. Alors ok, donc là on est 350 sur une valo de X. Si demain on est sur une valo de 1 milliard, on va dire, on va multiplier cette valo par, je dis n'importe quoi, 100. Donc on va multiplier les collaborateurs par 100. Donc ça va être 35 000 personnes. Donc si tu divises par share, tu te rends compte qu'en fait ce que tu leur donnes en equity, ça vaut pas grand chose. Donc du coup on concentre l'equity plutôt sur la partie cadre, etc. Donc on a beaucoup de gens qui sont intéressés au capital, évidemment. On en a quasiment 60. Et en fait, on préfère se dire, les sauveteurs, ça leur créera une motivation supplémentaire pour de la promotion interne, pour que justement ils rentrent à un niveau plus important dans la boîte et que justement ils soient intéressés au capital. Et ils sont incentivés, par exemple, sur le chiffre d'affaires ou pas du tout ? Énorme. Ouais. On a une vraie grosse partie de variables sur nos salaires. En fait, on a 25% de variables sur les salaires. En fait, c'est-à-dire que si t'es un très bon vendeur chez Save, tu prends 500-600 euros de prime par mois. Ah ouais ? Pour les premiers profils, ouais. Et quand ils commencent à être... alors nous, on a des grades en interne. Quand ils arrivent chez Save, ils sont sauveteurs. Après, ils sont héros. Ensuite, ils sont super héros. Puis ils terminent légende. Légende. Ouais. Et en fait... Waouh. Ouais, c'est des légendes. On en a quelques-unes chez nous. Ouais. Et en fait, ils jouent en fait un salaire fixe plus important, des responsabilités plus importantes, et le variable grossit aussi. Donc le premier step en variable, c'est quasiment 500 euros, et quand tu as une légende, c'est 800 euros par mois. Donc c'est énorme. Donc on a deux appréciations pour leur donner justement leur prime. Il y a une partie qui est sur le chiffre d'affaires, évidemment. On est quand même tous là pour faire du business. Combien de sauvetages t'as fait Ouais, nombre de sauvetages. On a trois critères. Donc c'est nombre de sauvetages, le chiffre d'affaires du magasin et l'upsell. En fait, quand on fait une réparation, il y a aussi un jeu de pouvoir compléter la vente avec un accessoire en plus, un câble dont il pourrait avoir besoin, un chargeur, une vitre en verre trempé pour pouvoir mieux protéger son écran et que demain il ne leur casse pas aussi facilement, etc., etc. Donc ils sont aussi incentivés sur cet upsell. Donc ça c'est la partie chiffre. Et puis tu as une partie care qui est justement le care qu'ils ont pour leurs clients. Et donc nous en fait quand tu viens faire une réparation chez Save maintenant, on te prend ton email de ton adresse email et juste après la réparation on te shoot ton adresse email. Et si tu réponds comme Uber 5 étoiles, ça s'est super bien passé, le software était super cool, et on les rémunère aussi sur cette partie là. Et moi j'aimerais bien que, en fait là aujourd'hui on est en 50-50, moi je voudrais faire un 80-20 sur la partie care. Ouais. Parce
déjà parce que c'est super compatible avec le chiffre d'affaires. Si tu as du care, tu vas retrouver ton chiffre d'affaires peut-être un peu plus tard, mais c'est ce qui va compter. Et ensuite, parce que c'est l'ADN de la boîte, c'est encore plus important que de claquer un upsell sur un client, quoi. Et alors souvent, en fait, quand on parle de Save, on parle aussi du Uber de la réparation. Donc, il y a l'idée de dématérialiser complètement. Donc là, est-ce que toi, dans ta vision, en fait, bon, il y a l'internationalisation des stands et tout, enfin des corners, mais est-ce que tu vois le truc en mode pic, tu vois, t'as ton téléphone qui va plus, il y a un mec qui arrive et en 20 minutes plus tard, il te le ramène. En 20 minutes, Flash Gordon est dans la place. Une heure. Non, mais en fait, on a notre vision en termes, je la répète, c'est de pouvoir sauver n'importe qui, n'importe où dans le monde, quel que soit son appareil. Par défaut, il y a un moment où on va nous ramener des trucs qui sont des appareils qui sont plus volumineux, qui vont pas pouvoir s'apporter facilement sur un corner, qui vont nécessiter des spécificités techniques un petit peu plus compliquées. Enfin, moi, je ne sais pas en plus quels sont demain les objets qu'on va utiliser dans notre quotidien. On parle des smartwatches, on parle des fitness trackers, on parle de tout ça, mais ça se trouve demain on aura une puce dans l'oreille. Moi, je veux sauver aussi les gens qui utilisent ça. Il y aura moins d'écrans cassés forcément, mais il y aura plein d'autres problématiques. On prévoit en 2020 40 milliards d'objets connectés circulant dans le monde. En fait, faire ce play-là, c'est faire le play des utilisateurs et c'est pouvoir les accompagner en fait sur le long terme avec plein d'autres services. Ça peut être de l'aide à la prise en main, du paramétrage, choses comme ça. Parce que nous, encore une fois, on est super technophile et dans Paris, mais vous vous rendez pas compte. Moi, mes clients, parfois c'est la ménagère qui fait ses courses au casino à Nîmes et qui passe devant un corner Save et qui a plein de problèmes sur son smartphone et qui a besoin d'être aidé. Et les marques ne le font pas, on est le relais des marques. Je me suis enflammé là. C'est super intéressant. Ça veut dire de faire de la formation, apprentissage pour comment est-ce qu'on utilise... L'idée, c'est de pouvoir sauver les gens les problèmes de prise en main de l'appareil. Ouais, probablement demain sur des problématiques autres que spécifiquement hardware. La casse. Ouais. D'accord. Mais je veux dire, ce truc du mec qui vient, c'est quelque chose que tu comptes le développer à fond ou c'est pas le focus? C'est vrai que la dernière fois, je l'avais pitché, c'est ça? Non. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on a pas mal changé de stratégie. Non, mais très bien. Justement, c'est ça qui est intéressant. Alors, aujourd'hui, en fait, on a des corners, mais pas que. Aujourd'hui, en fait, on a 3 manières de faire parvenir son appareil chez Save. La première, c'est évidemment d'aller sur l'un des corners. La deuxième, c'est un flux web. En fait, vous habitez loin d'un corner, on va vous dire pas de problème, vous pouvez quand même faire la réparation, mais par la poste. Donc en fait, vous allez choisir votre produit, vous allez rentrer votre adresse, vous mettez une carte bleue juste d'enregistrement. Nous, on vous envoie une Save Box, qui est un colis vide, prépayé, dans lequel vous n'avez plus qu'à mettre votre téléphone. Vous le glissez dans une boîte jaune. On le reçoit, nous, dans notre atelier, qui est centralisé à Paris. Alors, on n'est pas maître des délais postaux, par contre, on est maître de ce délai de réparation, et notre promesse, c'est que ce téléphone soit réparé en 24 heures maximum. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive le matin ou le soir chez nous, il est reshippé le lendemain ou dans la même journée. Et puis après, vous le recevez chez vous réparé. Ça, c'est la deuxième méthode de faire de la prise en charge. Et puis on en a une troisième, qui est aujourd'hui uniquement pour Paris Intramuros. C'est aussi un flux web. Vous choisissez votre produit que vous voulez faire réparer, et vous rentrez en fait un créneau horaire sur lequel vous allez être présent à cette adresse. Vous avez un coursier qui vient chercher votre téléphone sur votre lieu de travail ou à domicile, qui va vous switcher votre carte SIM sur un téléphone de prêt, pour que le temps que vous soyez privé de votre téléphone, vous ayez quand même une solution de prendre vos appels. Et en fait, il va venir avec votre téléphone réparé 2 heures plus tard. Donc c'est un service très express. Et aujourd'hui, en fait, on offre ces 3 méthodes de prise en charge au même prix chez Save. Mais en effet, demain, j'en sais rien, on va certainement pouvoir se positionner sur des produits qui sont un petit peu plus volumineux, un robot, j'en sais rien, on va pas pouvoir nous importer sur un corner. Donc on va être capable, on va devoir réfléchir justement à d'autres méthodes de prise en charge que ces 3 méthodes-là, qui marchent bien pour des smartphones, qui marchent bien pour des ordinateurs. Mais j'imagine que par exemple dans l'univers de la domotique, on va avoir besoin, un de ces 4, de se déplacer chez vous pour pouvoir faire de la réparation. Donc nous aujourd'hui, on est dans une logique de déploiement de ce qu'on sait faire, mais on est aussi dans une logique de produit, d'apporter en fait de nouvelles choses au service. Donc à la fois d'intervenir sur davantage de produits, très bientôt sur les ordinateurs portables par exemple, et on a aussi la problématique d'intervenir avec d'autres modes. Alors en effet, je pitchais pas mal uberisation, etc. C'est insupportable ce terme maintenant. Hein. Et en fait, on voulait faire du self-employment et avoir justement des techniciens qu'on formait nous, mais qui étaient indépendants, qui en plus d'un job ou autre, pouvaient aller faire de la réparation directement, alors soit chez le client, soit avec des méthodes de prise en charge autres. Alors aujourd'hui, on est plutôt, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que
c'est qu'en fait cette compétence-là, elle existe vachement chez des tonnes de boîtes de services, et nous on aimerait plutôt les agréger sur une plateforme. Ce serait tellement plus simple de dire on est aussi capable de réparer, je dis n'importe quoi, votre machine à laver, et on met sur notre plateforme des professionnels qu'on a testés, on sait qu'ils sont bien, on sait qu'ils sont dans le care, ils sont dans l'ADN de la boîte, etc. C'est des sociétés externes. Nous on fait la mise en relation avec le client, on s'occupe de l'encaissement, on s'occupe du service client, on s'occupe de tout. Seulement la personne qui physiquement vient faire la réparation, eh ben, c'est une société externe qui viendrait. Donc on est plutôt sur une logique de plateforme pour agréger davantage de services, plutôt que d'essayer d'avoir des méthodes un peu compliquées de self-employment. Okay, c'est hyper intéressant de voir à quel point tu peux changer en fonction de ce qui se passe, quoi. Sur les problématiques. Et toi, personnellement, c'est quoi tes challenges à toi, personnels, dans les 6 prochains mois? Perso. Ouais. Mes missions, etc. Je sais pas, enfin, je veux dire, où est-ce que tu as envie de grandir? Où est-ce que tu sens que tu as envie d'être meilleur, etc., ouais. Et dans la boîte et pour toi, en fait, les deux, hein. Moi, j'ai eu je me pose parfois des questions de légitimité, etc., d'être à la tête d'une boîte de 350 personnes quand tu as 24 ans et qu'en plus de ça, tu gères pas forcément toutes les opérations, tout le management, etc. Et je me suis vite rendu compte, en fait, que moi, Ça veut dire quoi un problème de légitimité, concrètement? Bah, concrètement, c'est est-ce que je suis la bonne personne pour diriger cette boîte, etc. Et pourquoi? Il y a des fois, tu te dis putain, en fait, il y a des gens qui sont 1000 fois meilleurs que moi, j'ai pas ma place. Tu prends Cyril, par exemple, c'est un mec qui est 1000 fois plus brillant que moi sur toute la partie opération. Donc, très clairement, techniquement, sur ce qu'on fait, il est vraiment un cran au-dessus. Mais en fait, lui t'explique que non, parce que lui, ce qu'il fait, c'est de la technique. Et en fait, moi, je vais plutôt intervenir sur des aspects d'innovation, de stratégie et de représentation, où là, tu as un truc qui est un peu différent, tu vois, c'est un peu plus de la matière, etc. Et du coup, ça me recentre un peu sur mes missions. C'est que moi, du coup, j'ai vraiment volontairement réfléchi à quelles étaient mes missions dans la boîte, sur lesquelles j'avais davantage de valeur ajoutée. Donc j'en ai une première qui est recruter des très gros profils. C'est intéresser et inspirer ou vendre la boîte suffisamment bien à un mec comme Cyril Montanari qui est payé 200K par an, qui était dans un groupe et qui manageait 1000 personnes, pour débarquer dans une start-up qui n'a pas un rond, qui n'a pas levé d'argent, dans lequel il y a 5 gus, quoi. Par exemple. Je pense que moi, mes challenges de demain, ça va être, je sais pas, d'embaucher un mec à la logistique qui est monstrueux, qui a un profil qui est au moins aussi en avance que Cyril l'était au moment où il est rentré chez nous. Et je pense pouvoir être bien positionné dans la boîte pour pouvoir faire ça. Donc c'est recruter du très gros profil. Une deuxième mission qui est innover, créer du contenu, donner la culture un peu de la boîte. Alors pour le coup, tu prends un mec comme Cyril, c'est un mec en opérationnel qui est énorme, mais il a aucune conviction sur rien, sur la vision de marché, sur le marketing, sur la culture d'entreprise, etc. Il a juste mis en confrontation ses problématiques opérationnelles, et du coup, moi, je le construis avec lui pour être sûr que ça fit bien avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui dans la boîte, et on le construit à deux comme ça. Et puis j'ai une troisième mission qui est de représenter, alors représenter en interne, donc à travers des événements comme tu as pu voir en septembre, mais pas que. Par exemple, dès que tu as une formation chez Save où il y a plus de 10 sauveteurs, je prends un billet d'avion et je vais directement les voir et je leur fais un vrai speech sur d'où on vient, ce qui compte dans la boîte, quelles sont les valeurs, où on va et en quoi ils vont pouvoir nous aider dans leur quotidien et dans quel état d'esprit ils doivent être pour nous accompagner sur le long terme et pour faire de cette boîte un empire, parce que c'est ça le truc. On n'est pas en train de construire je sais pas, une application qui marche bien et qui va se revendre dans 2 ans. C'est pas du tout l'ADN de la boîte, c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Et cette ambition-là, je suis la personne qui l'apporte le plus. Et ça, c'est une mission. Alors après, je représente aussi en externe, médias et autres. Et après, je représente, ça c'est le troisième volet qui finalement prend pas mal de temps. Et je représente la boîte auprès des actionnaires. On a quand même un board tous les mois et demi qu'il faut préparer. On a un reporting investisseur toutes les semaines. Et ces mecs-là, faut bouffer avec eux, faut les sourcer d'informations. Quand ils t'appellent, il faut répondre. Quand tu envoies un mail, il faut répondre. Et l'idée, c'est qu'ils aient ça, toujours dans cette logique du E, excellence is in the details. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un point de contact avec Save, il y a un effet waouh, quoi. Que ces mecs, même quand ils rentrent en contact avec Save pour poser une question, ce soit toujours hyper structuré, fun, cool et rapide, quoi. Un truc, Qui a des questions, les amis? Vas-y. Ouais.
Alors, c'était quoi la nécessité de lever 15 millions? Je répète pour la vidéo. Alors, on a levé 15 millions d'euros pour pouvoir aller plus vite. Un grand malade. Non, mais tu lèves quand t'es bien. Ouais. Comme ça, tu négocies aussi. T'es pas en position de faiblesse. Tu lèves jamais quand t'es mal. Hein. Bon, il y a un premier truc quand même, c'est qu'en fait, ouvrir un point de vente tout de suite, ça consomme pas de cash, mais ça en consomme après quand même. C'est-à-dire qu'en fait, après, on doit quand même payer le mobilier, on doit quand même payer des loyers assez importants, et en fait, on a en plus dans le retail, on a ce qu'on appelle une période de ramp-up, qui est en fait ton chiffre d'affaires, il est pas le même au premier jour qu'après un an d'activité. En fait, ton chiffre d'affaires, il augmente petit à petit. Chez nous, il augmente très vite. En gros, en 3-4 mois, on arrive à maturation du CA. N'empêche que pendant les 2 premiers mois, on est contribution margin négatif, c'est-à-dire qu'en fait on consomme du cash plus qu'on en génère. Donc en fait, quand tu passes au début de cette année de 6 points de vente à aujourd'hui, 8 mois ou 9 mois après, à 99, et ben en fait ce ramp-up, tu le prends dans ta tronche, mais sévèrement. Et donc en fait, on avait généré un petit peu de dette, donc ça nous a permis justement de se donner un peu plus de confort au niveau cash. Et puis après, pour attaquer l'international, en effet, tu dois te donner un peu plus de confort pour faire les investissements important pour pouvoir déployer, donc ça sert essentiellement à ça. Et nous, on se prépare même à faire des levées successives pour la simple et bonne raison que nous, on a un time to market et que c'est maintenant et qu'on a une ambition qui est mondiale et que y a un jeu de financement pour pouvoir aller de plus en plus vite, etc. Même si la boîte est rentable et qu'on pourrait, unitairement ce qu'on fait, on investit tellement la rentabilité n'a pas de sens, mais unitairement ce qu'on fait c'est rentable. Mais on pourrait attendre de générer suffisamment de cash pour ouvrir de nouveaux points de vente. En fait, ça c'est un peu un non-sens en fait dans le business. Ça n'a aucun sens. Il y a un time to market, il faut y aller maintenant. Et il y a des investisseurs qui savent faire ça. Ça s'appelle l'investissement venture. Ils rentrent en minoritaire. Entre le moment où ils mettent un ticket et après, la boîte elle a grossi énormément. Il y a eu un jeu de valo et voilà. Donc on a levé pour ça. Et on se prépare à faire des levées successives. Pourquoi pas l'année prochaine pour ouvrir US, Asie en même temps. Mais bon, why not? D'autres questions, les amis? Du coup, il y avait une deuxième. Attends, c'est quoi la question? Excuse-moi, CV Academy, mais comment tu les updates au quotidien? Parce qu'il y a évidemment des nouveaux smartphones et il faut former les collaborateurs sur les nouveaux produits. Génial, super question. T'as un MOOC interne? Ouais, alors T'as des vidéos? Ouais. Ah, génial. On a en effet T'as un coup d'état T'as un save état? Franchement, on devrait apprendre un petit peu de vous parce que ce que vous avez fait avec coup d'état, c'est génial. Et nous, c'est vraiment pas aussi stylé, mais en gros, on a en effet sur nos serveurs, on a mis une formation en interne pour qu'ils puissent justement s'updater sur les nouvelles réparations. Puis en plus, on le track, c'est-à-dire qu'en fait, ils rentrent. Tu regardes s'ils ont vu les vidéos? Exactement. Et s'ils ont vu les vidéos et s'ils ont fait correctement les étapes, ils se loguent avec leur adresse mail save, donc on sait qui s'est logué sur la plateforme. Et après, on a le management qui fait le relais et qui dit les mecs, là, il faut vraiment que vous y alliez, etc., etc. Et puis après, on leur donne des newsletters, etc., où on leur sort les nouveaux appareils à réparer. Et puis on a encore un dernier volet qui est en fait le management sur chaque point de vente. Qui sont des areas managers, qui sont des gens qui gèrent en fait une zone de 5, 6 jusqu'à 10 points de vente. En fait, eux, ils sont normalement vraiment up-to-date en technique et ils sont capables justement de faire le relais en plus de tout le contenu un peu web qu'on peut leur apporter. Ils sont là pour faire le relais et leur montrer physiquement comment ça fonctionne, quoi. Voilà. Yes. Est-ce que tu as laissé tomber la partie je mets des sauveteurs un peu en mode auto-entrepreneur? Ouais. Auto-entrepreneur. Est-ce que tu as laissé tomber la partie de self-employment? Est-ce que c'est pour ça est-ce que c'est parce que tu voulais maintenir un certain niveau de qualité dans ton service? Ouais. On a compris. Le self-employment, tu l'as tué parce que tu voulais garder de la qualité à l'intérieur? Alors, je pense qu'il y a eu une partie qui était en fait de pouvoir conserver la qualité. Il y a une deuxième partie qui est toute cette logique d'onboarding, en fait, d'avoir des gens qui sont des warriors. Enfin, c'est des soldats, quoi. Ils sont aussi passionnés que nous sur la croissance, sur l'objectif. Enfin, c'est incroyable. C'est beau à voir d'ailleurs. Et en fait, c'est compliqué de créer ça avec des auto-entrepreneurs qui sont pas vraiment dans la boîte. Donc, qu'est-ce que tu fais pour eux, qu'est-ce que tu fais pas pour eux, etc. Et puis en fait, tu as un troisième volet qui est la partie exécution.
c'est que déjà c'est en fait pas si facile au niveau de la tech de pouvoir gérer du self-employment sur une boîte comme Uber. Mais alors imagine sur Save, tu as des compétences différentes, tu as des trucs de stockage différents, tu dois pouvoir gérer les heures auxquelles les mecs sont disponibles pour faire les réparations, etc. Enfin, tu as un nombre de paramètres en fait qui est quand même assez dur à exécuter. Et nous on a finalement suffisamment de marge quand même pour accepter parfois que y ait des gens qui soient employés et qui ne soient pas pile à ce moment-là en réparation. Donc finalement on est capable de les faire en interne et ça, c'est un truc qui nous ressemble plus en tout cas dans la boîte. Ouais. Comment tu t'es dit, alors que tu avais ta petite boutique de réparation de téléphone comme il y en a partout à Barbès et autres, comment tu t'es dit, quelle a été l'étincelle? C'est quoi l'étincelle qui a fait passer de la boutique de réparation au corner, etc. au corner scalable, ambitieux? Je vais être franc, j'ai toujours été attiré par des plus grosses boîtes, par faire une plus grosse boîte qu'une petite boîte. Quand j'ai ouvert la première boutique dans le 16e, le mec qui était venu faire la peinture de la boutique, je lui ai dit fais-moi un bon prix parce qu'avec moi tu vas en avoir 15 dans l'année. donc j'ai toujours été super ambitieux, même au moment où le pauvre il n'a pas gagné parce que tu as fait de l'immobilier au final. C'est clair. Mytho. Mais en fait, j'ai toujours été assez ambitieux pour ce projet. Et en fait, moi, en fait, j'ai pas rencontré The Family tout de suite. J'ai rencontré une personne qui était partenaire. Il y est encore. Et Jean, il est toujours dedans. Aujourd'hui, il s'occupe de Kima, de Jean de la Roche-Brochard en fait que j'ai rencontré juste avant qu'il rentre chez The Family. À l'époque, il était leveur de fonds. En fait, j'avais la boutique dans le 16e, et en fait, je voulais en ouvrir 3, 4, 5 d'un coup, et je voulais pas attendre que la première boutique génère suffisamment de cash pour en ouvrir une deuxième, une troisième, une quatrième, sinon. Dans 10 ans, j'aurais 10 points de vente. Quoi. Et donc, j'ai rencontré Jean et je lui ai mis la big picture, la taille du marché, le truc, les concurrents, comment est-ce qu'on allait faire. Et bon, je ne sais pas si quelqu'un connaît Jean dans cette salle, mais si. Vous l'avez rencontré ils ont vu les vidéos, non? Ouais, ok. Bon, de toute façon, on se fait éclater quand on lui raconte un truc comme ça, donc je me suis fait éclater. Et en gros, il m'a dit, mais bon, je sens bien le marché et tout, t'as l'air cool. J'ai une bonne nouvelle pour toi, je pars de ce cabinet de levée de fonds et je rentre chez The Family et c'est vraiment beaucoup plus ce dont tu as besoin tout de suite. Et donc après, moi, je suis rentré chez The Family, j'ai bouffé tout le contenu et on a réfléchi à un autre modèle de développement. Mais en gros, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Déclic, je ne sais pas si j'ai eu un déclic, mais... Il avait en lui l'ambition, il lui fallait les outils pour pouvoir la rendre palpable, step by step, tangible. Et assez rapidement, tu t'es rendu compte que le modèle boutique n'était pas le bon et tu as switché sur les corners. Et c'est ça qui a fait que... Bah ouais, parce que en fait c'est exactement ça. Enfin, c'est pas que c'était pas le bon, c'est que déjà tu avais besoin de déployer pas mal de com pour pouvoir avoir du flux dans ton point de vente. Mais c'est toutes les barrières à l'entrée que tu faisais sauter. Donc le flux des gens, l'immobilier, le fait de signer toute la paperasse qui sautait, le fait de payer un pas de porte, en fait toutes les barrières de l'immobilier sautaient avec la solution du centre commercial. Mais encore faut-il savoir exécuter. Parce que t'aurais foutu des mecs qui n'auraient pas fait une réparation de bonne, t'étais foutu. J'étais mort quand même, ouais, bien sûr. Exactement. C'est exactement ça. Faire sauter cette première barrière à l'entrée, mais je pense que la vraie scalabilité de ton modèle, donc ça c'est une première barrière, mais la scalabilité, elle est dans comment est-ce que tu crées des soldats, comme tu dis, de l'amour de la réparation. Je pense qu'il est là le truc. Et après, il y a un dernier truc sur la partie croissance qui en fait, c'est simple, pour ouvrir une boutique, il faut une boutique vide. Donc généralement, ça se négocie, le bail, tu négocies la sortie de l'ancien locataire, etc. pour rentrer dans le nouvel emplacement. Et l'avantage de créer des corners en fait au milieu des centres commerciaux, c'est tout simplement que cet espace il est déjà vide, il est vacant. En fait, toi tu deals avec tes foncières. Moi je deal avec par exemple Unibail, Clépierre, des gros propriétaires de centres commerciaux comme ça. Mais
on signe avec eux 40 corners et on leur dit on ouvre les 40 corners en 2 mois. Bon, là, ils nous regardent un peu bizarrement comme ça, ils sont pas sûrs de qu'on va le faire, mais on leur montre qu'on sait le faire. Et en fait, l'espace est déjà vacant. Donc en fait, on est capable d'ouvrir un corner par jour et de ne pas attendre qu'on fasse les travaux dedans, ne pas attendre que le locataire s'en aille, etc. L'espace est déjà disponible. Et en fait, on s'est rendu compte que les foncières, et dans les centres commerciaux, c'était des espaces qu'ils avaient du mal à monétiser pour la simple et bonne raison qu'en fait, le loyer est assez fort, puisqu'on est au milieu de l'allée et que tu as beaucoup de visibilité, beaucoup de flux. Mais en fait, il y a assez peu de marques qui sont capables de rentabiliser un corner de 10 mètres carrés. C'est combien un corner de 10 mètres carrés par mois ? Le plus petit, il fait... de loyer ? Ouais. C'est super variable en fonction du flux du centre commercial, justement. À Créteil-Soleil, par exemple ? La moyenne, à Créteil-Soleil, tu dois être à 4 000, un peu plus, par mois, hors taxe, par mois. La moyenne, en fait j'ai toutes les datas. La moyenne des loyers chez Save c'est 2550, un truc comme ça. Le plus petit c'est 900 et le plus gros c'est Stratford à Londres. On paye 11 000 pounds par mois de loyer. La Défense c'est 10 000, 10 000 euros la Défense. Sérieux ? Ouais. Les 4 temps là ? Ouais. On fait 85 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Quoi. 85 000 euros ? Ouais, donc. C'est presque 1 million par an. Allez, une dernière question les amis. Babs. Du coup, les marques de téléphone, comment elles ont réagi ? C'est clair. Mal. Non, ouais, en fait, au début, c'est rigolo. C'est un truc qu'ils auraient voulu faire ? En fait, les seuls qui ont vraiment de la présence physique, c'est surtout Apple. Les autres, en plus, comme ils vendent les pièces détachées, etc., ils prennent un peu moins la mouche. Et puis, de toute façon, on va pas se mentir, on fait 60 à 65% de notre chiffre d'affaires sur des modèles Apple. Déjà parce que c'est ce qui est vendu, mais pas que. En fait, on retrouve pas exactement les parts de marché de vente de smartphones, parce qu'il y a un autre paramètre. La fragilité des téléphones ? Ouais, ça pourrait. Je ne sais pas si les Apple sont plus fragiles que les Samsung. J'ai du mal à avoir de la data là-dessus, mais ça compte. Mais tu as aussi beaucoup en fait le prix du téléphone en deuxième main. C'est en fait après 2 ans, si ton téléphone il vaut plus rien, ça vaut pas le coup de mettre 100 euros dans une réparation. Alors que les modèles Apple, mine de rien, un iPhone 4S qui a un appareil qui a 4 ans, ça vaut encore 180 euros en 2 cases, quoi. C'est incroyable. Et nous on fait la réparation pour 50 euros de l'écran, donc il n'y a pas de problème. Donc du coup les marques, en fait ce qui est rigolo c'est que en fait quand on est arrivé d'abord dans les centres commerciaux, les Apple Store dans lesquels on était, des centres dans lesquels on était présents, nous envoyaient des clients. Les mecs trouvaient ça génial en fait, les clients débarquaient au Genius Bar et on leur disait ça on n'est pas capable de le faire, là c'est échange standard, 320 euros. Le client était ah oui non c'est pas possible. Bon écoutez il y a à côté du McDo il y a un corner ça s'appelle Save. Franchement c'est pas mal ce qu'ils font. Vous pouvez y aller et les yeux fermés. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a des mecs de chez Apple du coup maintenant qui ont tourné dans tous les Apple Store et qui alors non seulement disent interdiction totale de renvoyer des clients chez Save ou Assimé, mais en fait ça va même plus loin, ils sont carrément dans une logique de bullshit du genre oui mais les pièces que vous mettez c'est de la pièces merde qui sont de mauvaise qualité truc machin, alors que on met exactement la même chose. Apple ne sont pas constructeurs de leurs smartphones, ils développent en Chine. Et en fait après ils sous-traitent. C'est les mêmes d'ailleurs mecs. Ouais, en gros c'est la ça, même en fait. usine. C'est ça en fait, c'est qu'en fait auquel toi tu t'approvisionnes. Ouais, c'est un peu compliqué, mais en gros les dalles LCD, de toute façon il n'y a que 3 marques au monde qui sont capables de faire des dalles LCD d'iPhone. C'est Sharp, LG et Samsung. Déjà il n'y a pas d'Apple. Ensuite ces dalles-là, elles rentrent dans des usines en Chine qui sont des usines d'assemblage pour assembler les produits. Et là il y a une partie qui est achetée par Apple dans ces usines, et il y a une partie qui est remise en fait sur le circuit. Il n'y a pas d'exclusivité avec Apple quoi. Eh ben non. T'as déjà visité ces usines ? Ouais. Et alors ? C'est énorme. Ouais. C'est Combi Total, la Charlotte, c'est vachement technologique quand même. Hein. Ouais. Et là, on est en train de réfléchir à remonter un peu cette filière pour pouvoir avoir davantage de stabilité, contrôler la qualité, etc. De pouvoir, nous, se sourcer en dalles auprès de Sharp, LG, trucs, et de faire nous-mêmes l'assemblage en Chine avec des usines. On est en train de réfléchir à racheter une usine d'assemblage, là, justement. Ça coûte cher ? Hein ? Ce sera un investissement de beaucoup. Ouais, c'est un investissement, mais tu le retrouves après dans la qualité, dans la marge. Ouais. C'est un gain de marge aussi. Et on va en Chine avec Cyril début novembre. Là. D'accord. Et qui te dit que tu vas rester. Ouais, enfin, si c'est quand même sur les 3 prochaines années, on peut être à peu près sûr qu'on aura des smartphones avec des écrans. Il y aura un arbitrage à faire, quoi. Ouais. Il faut regarder ça. Bon, c'était génial. Merci beaucoup, bravo.